Stéphane Amar, bonjour. Bonjour. Alors, on n'a plus besoin de vous présenter. Vous êtes journaliste, vous êtes installé en Israël depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, on va dire, en Israël. Vous êtes correspondant de Arte, correspondant de BFM et de la télévision suisse. Suisse, absolument. Télévision suisse romande. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons ensemble, on va dire, commenter, brosser, on va dire, balayer l'actualité de la semaine. Une semaine extrêmement chargée dans tous les domaines, que ce soit politique, sécuritaire, et même, on va dire, sociale ou religieuse, avec le débat autour des propos tenus par le Rav Yitzhak Yosef. Mais on va commencer, bien entendu, par l'actualité, on va dire, la plus chaude, qui reste aujourd'hui préoccupante sur le plan sécuritaire. Ce sont les répercussions de l'élimination de Qassem Soleimani, les réactions, la riposte américaine. Alors, on l'a bien senti, on va dire, comme l'ont confirmé, on va dire, même les Iraniens eux-mêmes, une riposte mesurée. Après l'élimination de Qassem Soleimani, les Iraniens ont tiré effectivement vers des bases irakiennes dans lesquelles se trouvaient des forces américaines, en prenant soin de ne toucher personne. Cela veut dire que la force de dissuasion des États-Unis et l'attaque, on va dire, l'élimination ciblée chirurgicalement de Qassem Soleimani a eu l'impact escompté du côté des Américains. Oui, on pourrait même dire que c'est une riposte un petit peu ridicule, un petit peu grotesque, surtout au regard des menaces qui sont proférées depuis des années, je veux dire, à la fois contre les États-Unis et contre Israël. On voit bien que l'Iran ne souhaite pas du tout, en tout cas pour l'instant, aller à la confrontation, pour une raison évidente que vous mentionnez, c'est la disproportion des forces entre, d'une part, les États-Unis, la première armée du monde, Israël, une des premières armées du monde, et l'Iran qui, malgré tout... Qui n'a pas une véritable armée, absolument, en fait. Malgré toutes les rotomontades des dirigeants iraniens. Parce que derrière les gardiens de la révolution, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. D'abord, il y a beaucoup de divisions, parce qu'effectivement, il y a les gardiens de la révolution, il y a l'armée d'un autre côté. Il n'y a même pas d'aviation. Absolument. Une aviation extrêmement faible. Un Hezbollah qui est très, très affaibli par ces années de guerre en Syrie, où il a aidé les milices, l'armée de Bachar al-Assad. Donc, on voit très bien qu'il y a un décalage flagrant entre le discours des mollahs et la réalité sur le terrain. Et ça, je pense qu'à la fois Donald Trump et à la fois Benjamin Netanyahou en sont bien conscients. Alors, ils ont réussi à dévoiler, on va dire, le poteau rose, on va dire. Absolument, et ça avait été le cas. On s'en souvient, il y a 1 an et demi maintenant, Israël avait bombardé des cibles autour d'une nuit en Syrie, absolument, et il avait vraiment fait une opération extrêmement réussie, et l'Iran n'avait pas du tout réagi. Donc, je pense qu'il faut vraiment ramener à chaque fois les choses dans leurs proportions. Concernant l'élimination de Soleiman, j'ai immédiatement, si vous voulez, ça m'a immédiatement rappelé l'élimination du Cheikh Yassine par Israël en 2004, parce qu'à l'époque aussi, on avait crié à la provocation, à l'embrasement, on avait expliqué que ça allait déclencher un conflit, ça allait déclencher la fureur du Hamas. Or, ce qui s'est passé, c'est que ça a plutôt marqué la fin de la deuxième intifada. C'est-à-dire qu'après l'élimination de Cheikh Yassine, il y a quelques attentats, mais tout de suite, le terrorisme bat en retraite d'une certaine manière. Ça veut dire que tout le monde n'est pas remplaçable automatiquement. Non, et je pense que c'est effectivement la politique à mener en matière de terrorisme, c'est de tuer en fait les chefs terroristes, ce que Trump fait, mais ce que Obama aussi a fait avec Ben Laden. Donc je pense que c'était la bonne décision à prendre, une décision à mon avis extrêmement courageuse, et je pense même que c'est une décision qui a été prise en concertation avec Israël, et qu'Israël aurait aimé d'une certaine manière éliminer ce chef terroriste. Alors du point de vue de Benjamin Netanyahou, en fait c'est du pain béni cette élimination, c'est la preuve enfin qu'Israël n'est pas tout seul, c'est-à-dire que pour la première fois, les Américains s'impliquent. Ce ne sont pas seulement une coopération comme pouvait l'imaginer ou l'espérer ou le souhaiter Benjamin Netanyahou sur le plan de l'armement, etc. Là, véritablement, les Américains frappent eux-mêmes les Iraniens. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est du pain béni électoral ? Ça, c'est pas certain. Électoral, je ne sais pas, mais enfin, c'est parce que c'est vrai que au niveau de la stratégie de Benjamin Netanyahou face à l'Iran, c'est certain. C'est un apport
rapport est évidemment énorme, surtout qu'on a pu douter à un certain moment de la détermination de Trump par rapport à l'Iran. Donc effectivement, pour Benjamin Netanyahou, c'est d'une certaine manière un véritable gage que si ça devait se dégrader, ce que je ne crois pas personnellement, mais en tout cas, si la situation devrait dégénérer, il y a effectivement un allié de taille, la première puissance mondiale, derrière Israël. Mais en tout cas, ce qui est certain, on l'a bien vu dans cette opération, c'est que d'ores et déjà, il y a en vérité une collaboration et un front commun entre Israël et les États-Unis, ne serait-ce qu'au niveau du renseignement, mais aussi au niveau du bouclier antimissile, de la diplomatie de guerre entre cette alliance en fait entre Israël et les pays sunnites, qui est d'une certaine manière chapeautée par les États-Unis. Donc on voit très bien que même si tout ça n'est pas fait au grand jour, les États-Unis et Israël sont déjà de facto en guerre contre l'Iran ensemble. Alors, vous parliez de l'impact électoral. Cela nous amène à notre deuxième thème de réflexion ce matin. La campagne électorale qui est marquée, bien entendu, on le sait, par les développements, on va dire, juridico-politiques et en particulier par la demande d'immunité de parlementaire de Benjamin Netanyahou. On savait que le Premier ministre a hésité avant de faire cette demande, peut-être parce qu'il pensait justement qu'elle n'était pas très populaire, mais on ne voit pas d'impact direct sur le plan des sondages, par exemple, au niveau électoral. On n'a pas l'impression que ça effleure Benjamin Netanyahou ou le Likoud en tant que tel. Non, parce qu'on a l'impression, et d'une certaine manière c'est assez inquiétant, que tout est figé. C'est-à-dire qu'en fait, les partisans de Netanyahou resteront les partisans de Netanyahou quoi qu'il arrive. Les partisans ou les adversaires de Netanyahou resteront les adversaires de Netanyahou. Ça veut dire qu'il n'y a pas même au Likoud, dans les 32 mandats du Likoud, autour des 32 mandats, il n'y en a pas qui disent je suis déçu par Netanyahou. Non, parce qu'encore une fois, il en faudrait beaucoup, je pense, pour que les partisans de Netanyahou quittent Netanyahou. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très scindé, en fait, entre les partisans de Gantz, globalement, en fait, on va dire entre le bloc d'opposition à Netanyahou et le bloc de soutien à Netanyahou. Il y a quelque chose de très scindé. Personne, finalement, on l'a bien vu dans ces 2 scrutins consécutifs, ne veut renoncer à son vote, ne veut changer d'avis. Et c'est assez inquiétant d'ailleurs pour la suite, parce que le 2 mars, que va-t-il se passer ? Finalement, on a l'impression que les gens vont voter exactement comme ils ont voté, absolument, comme ils ont voté lors des 2 précédents scrutins. Et donc, on n'aura pas avancé, après ces 3 élections, on n'aura pas avancé dans le processus de désignation d'un Premier ministre en Israël. Et c'est relativement inquiétant. Ça inviterait peut-être effectivement les dirigeants politiques à changer leur stratégie. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout compris pourquoi à droite, on n'a pas dès le début joué une liste d'union, c'est-à-dire entre à la fois le Likoud et les partis sionistes religieux. C'est toujours une question, c'est une question que l'on se pose encore aujourd'hui. C'est quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre, alors qu'il n'y a aucune différence. On est à quelques jours de la clôture des listes électorales. Et ça, puisque, dire d'une certaine manière, on connaît bien le monde sioniste religieux, c'est un monde qui appelle souvent à l'unité, l'achdout, dans l'esprit du Rav Kook, et finalement, sur le terrain politique, il y a tout sauf l'achdout, sauf l'unité. Ouais, absolument. Comment vous l'expliquez ça ? Mais je pense que c'est une question d'homme, tout simplement, parce que je pense que les électeurs eux-mêmes sont très demandeurs de cette union, et qu'à chaque fois qu'il y a une union, ça s'est traduit par des gains électoraux. Mais je pense qu'il y a une incompatibilité entre les hommes. Je pense qu'il y a une ambition de Benjamin Netanyahou qui reste intacte, malgré son âge. C'est absolument stupéfiant de le voir agir sur la scène internationale. Il agit réellement comme s'il entrait en politique ou comme s'il était vraiment au milieu de sa carrière. Il a vraiment cette soif de rester au pouvoir, cette soif de gouverner. Je pense qu'il est persuadé d'une certaine manière qu'il est le seul sauveur, capable, on va dire. Absolument, qu'il est le seul capable de diriger Israël. Donc il écarte systématiquement, que ce soit les gens de son parti comme Gideon Sa'ar ou les gens de l'extérieur, mais qui sont en vérité de son parti aussi, comme Bennett ou Shaked. Et donc il rend d'une certaine manière, je pense, cette union impossible. Je pense que, de mon point de vue, des gens comme Ayelet Shaked ou Naftali Bennett souhaiteraient faire une liste d'union avec Netanyahou, mais apparemment c'est impossible. Alors, à propos du sionisme religieux, je posais la question à un homme connu que j'ai interviewé sur Kalita il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Yosef Mendelevitch, qui est un des refusniks, des célèbres refusniks qui ont passé 11 ans dans le goulag. Et je lui ai soumetté une question d'un ami qui me disait pourquoi finalement des gens comme lui ne réagissent pas aux déclarations, on va dire, très anti-religieuses d'Avigdor Lieberman. Il me disait parce que nous n'aimons pas le monde politique. Le monde politique, c'est pas obligatoirement le monde de la vérité ou le monde du Hémet, on va dire comme ça.
ça. Il a dit c'est peut-être pour ça qu'on n'est peut-être pas aussi bon dans le sionisme religieux que dans d'autres secteurs où le sionisme religieux effectivement se distingue, comme l'armée ou comme même dans la haute technologie. Vous êtes d'accord avec cette approche ? Non, je trouve ça un petit peu facile. Je trouve que c'est un peu se dédouaner facilement de ses responsabilités. Je pense que le vrai problème du monde sioniste religieux, c'est qu'il n'arrive pas à produire une pensée qui soit, si vous voulez, de nature à rassembler, à dépasser en fait les frontières du vote sectoriel. C'est-à-dire que je pense que le monde religieux s'est trop intéressé à des sujets, le monde sioniste religieux, pardon, s'est trop intéressé à des sujets sionistes religieux, comme les implantations, comme d'une certaine manière la défense, puisque effectivement il est très présent dans l'armée. Mais la problématique israélienne ne se résume pas à ça. Il y a un vrai problème de pauvreté, par exemple, en Israël, d'écarts sociaux. On n'a jamais entendu Naftali Bennett ou Ayelet Shaked s'exprimer ou imaginer quelque chose de créatif, d'inventif. Il y a effectivement un problème de consensus, de statu quo autour de la religion. Je m'inscris vraiment en faux selon laquelle Lieberman sera anti-religieux. Je pense qu'il pose des vraies questions tout à fait intéressantes qui doivent être débattues. Et il n'y a pas vraiment de pensée du monde sioniste religieux sur ces questions. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il peine à dépasser son simple cadre. Parce que le jeu politique, je pense que même, c'est d'ailleurs un des membres du Parti sioniste religieux qui me l'avait dit, le monde politique a toujours été ce qu'il est, même au temps du roi David. Oui. Il y a évidemment toujours des ambitions, il y a évidemment toujours des coups bas, c'est une lutte permanente pour se maintenir au pouvoir, mais ça c'est absolument naturel, c'est d'ailleurs assez sain, c'est le jeu d'une démocratie. Je ne pense pas qu'il faille jouer les enfants de cœur et dire nous sommes trop purs, trop sains pour s'intéresser à ça. Pas du tout, au contraire, il faut rentrer dans la mêlée, mais avec des vraies idées, et je pense que c'est ça qui manque. Alors justement, à propos d'Avigdor Lieberman et du débat religieux laïque, on a entendu cette semaine les déclarations qui ont suscité beaucoup de débats polémiques du grand rabbin Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, le grand rabbin sfarad d'Israël, qui a accusé d'une certaine manière, on va dire, l'allié de l'ex-Union soviétique d'être venu, en fait, d'avoir été encouragé pour justement contrebalancer le poids grandissant de l'électorat orthodoxe. Et qui a aussi à critiquer, on va dire, une certaine liberté que pouvaient prendre certains au niveau de la conversion on va dire, de ceux qui ne sont pas juifs selon la halakha, mais qui sont israéliens selon la loi du retour. Quel regard vous portez-vous sur ce genre de déclaration ? Alors, très clairement, sur le problème de la halakha, j'ai aucun avis parce que je suis absolument pas compétent. Donc, je fais absolument confiance au Rav Shmuel Eliyahu dans ce qu'il dit. Et puis bon, non, ça c'est le Rav Yitzhak Yosef. Ah pardon, Yitzhak Yosef. Rav Yosef dans ce qu'il dit. J'imagine que ça va être un débat dans le monde rabbinique, mais je pense pas que ce soit le cœur du problème. Je pense que le cœur du problème, et là où vraiment je suis extrêmement gêné, si vous voulez, c'est quand on critique l'allia de Russie. Parce qu'il est évident que si Israël est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en très grande partie grâce aux Juifs venus de Russie. Le décollage de l'économie israélienne date de l'allia de Russie. Il faut savoir que dans la high-tech, par exemple, un ingénieur sur deux est originaire d'ex-Union soviétique. Il n'y aurait jamais eu ce bouillonnement, si vous voulez, scientifique et technologique en Israël sans l'allia de Russie. Et c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait parler du peuplement de la Galilée, on pourrait parler de l'armée, enfin de tout un tas de sujets. C'est évident que cette force, si vous voulez, qu'a représenté l'allia de Russie et représente toujours, puisque finalement, malgré tout, ce sont toujours les Olim de Russie ou d'Ukraine, enfin d'ex-Union soviétique, qui sont les plus nombreux chaque année à venir. Même si aujourd'hui on reconnaît que leur judéité n'est pas évidente. Alors voilà, absolument. Alors, même dans leur majorité aujourd'hui. Sur la judéité, effectivement, je pense que là, il faudrait vraiment une redéfinition de ce qu'est être israélien. C'est-à-dire que si des gens sont prêts à venir vivre en Israël, même s'ils ne sont pas reconnus comme juifs au sens strict de la halakha, mais qu'ils sont prêts, et c'est d'ailleurs tout le discours d'Avigdor Lieberman, qui sont prêts, si vous voulez, à participer à l'effort national israélien, à défendre Israël, à s'intégrer quelque part dans la société israélienne, je pense qu'ils ont toute leur place ici, dès lors que la loi du retour a clairement défini que est éligible à la loi du retour celui qui a un grand-père juif, donc il n'est évidemment pas juif selon la loi juive, mais ce sont deux choses complètement différentes, mais qui sont constitutives de l'identité israélienne. Ça a été voulu par Ben Gurion, et je pense à dessein d'accueillir en Israël tous ceux qui pourraient être menacés d'une manière ou d'une autre par l'antisémitisme, qui ont en tout cas une vague ascendance juive. Donc je ne vois pas du tout, si vous voulez, de problème moral à accepter ces gens, à les intégrer, et surtout à leur ouvrir les portes et à ne pas les stigmatiser. Donc faciliter leur conversion. Absolument. Alors sur la conversion, encore une fois, techniquement, si vous voulez, mais je trouve tout à fait normal qu'une conversion soit beaucoup plus facile pour quelqu'un qui vit en Israël, qui va faire l'armée, qui va vivre dans une société juive absolument, que pour quelqu'un, évidemment, en France, qui va se convertir dans un milieu complètement fermé. C'est deux problématiques complètement différentes. Mais surtout, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est la stigmatisation. C'est ça beaucoup qui m'a dérangé.
Alors, avant de terminer cet entretien très intéressant, un mot encore sur aussi ce qui a été un des événements, mais qui, on va dire, hors concours, on va dire, puisque c'est le mauvais temps qui a déferlé sur Israël. D'un côté, il y a les pluies de bracha, de bénédiction, avec le lac de Tibériade qui a augmenté ces dernières 24 heures de 23 cm, ce qui est tout à fait exceptionnel. Mais d'un autre côté, on va dire, on a le sentiment que quelque part, les infrastructures israéliennes ne sont pas toujours préparées à ce genre d'averses et de pluies et de tempêtes auxquelles on a assisté à deux reprises avec plusieurs morts. Finalement, quel regard vous avez sur cette... Si vous voulez, c'est quelque chose que ressentent, je pense, tous les Israéliens de la classe moyenne. C'est en fait le décalage entre le matraquage fiscal, le coût de la vie, qui est aussi la conséquence de la fiscalité, puisque la TVA est très élevée sur les produits alimentaires, etc., et les services reçus en retour. Alors là, vous parlez des infrastructures, c'est vrai qu'on est ébahi de voir qu'à Tel Aviv, les rues peuvent être inondées, alors que des buildings entiers se construisent tous les 2-3 mois avec des taxes énormes qui rentrent dans les caisses de la ville et dans les caisses de l'État, et le service n'est pas du tout à la mesure de ce qui est payé par les citoyens, mais c'est vrai aussi dans le domaine de la santé. Quand on voit qu'il faut payer le dentiste, quand on voit que les remboursements, comment dirais-je, des médicaments ne sont pas intégraux, etc. Il y a beaucoup de choses très choquantes dans un pays qui, encore une fois, devient maintenant une véritable puissance mondiale, riche. La 8e puissance, d'après ce que j'ai lu récemment, qui vient de trouver et d'exploiter maintenant du gaz en Méditerranée. On ne peut pas comprendre effectivement ce décalage entre la richesse du pays et ce qui est imposé d'une certaine manière à la classe moyenne et aux classes populaires en Israël. Et je crois vraiment c'est le cœur du débat, et ce devrait être le cœur du débat électoral dans les élections qui s'annoncent. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup d'être venu dans notre studio ce matin pour dresser une sorte de bilan de cette semaine particulièrement mouvementée dans tous les domaines. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom.